soir, ils ont été domptés. Les Lions de l'Atlas, tenants du titre, ont montré leur suprématie aux Lions à prime du Cameroun. Le pays organisateur est tombé 4-0. Faut-il s'attrister ou se réjouir? Alors qu'on ne vendait pas cher la peau du lion, celui-ci a tout de même dépassé les attentes, lui qui n'avait jamais traversé l'étape des quarts de finale dans cette compétition. Le championnat d'Afrique des Nations tire déjà sa révérence. Avant le clap de fin, le dimanche 7 février prochain, il est peut-être important de s'arrêter sur quelques points ayant marqué cette grande messe du football local africain. Organiser une compétition en cette période marquée par la pandémie du coronavirus, le Cameroun aura relevé le défi. A-t-il été à la hauteur côté organisation lorsqu'on a entendu des voix se lever au sujet des tests Covid et même de la billetterie? Je le disais il y a un instant, le Cameroun a été stoppé en demi-finale. Était-ce prévisible au regard de toute l'actualité autour de notre football local? Un acteur de football et de cet événement est notre hôte ce soir. Ancien lion indomptable, quart de finaliste de la Coupe du Monde Italie 90, champion d'Afrique en 88 au Maroc, au-delà de son parcours professionnel dans pas moins de 6 clubs internationaux, il a également été membre du syndicat des joueurs de football français. De façon ramassée, il a été vice-président d'une cellule exécutive provisoire, ce qui est appelé aujourd'hui comité de normalisation. Il est membre de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, entraîneur, promoteur d'une académie de football. Il est titulaire d'un bac+2 en administration des entreprises. Né le 30 mai 1960 à Bonabéry, ici à Douala, le président de la commission des compétitions, site de Douala Bépanda, est notre invité. Eugène Ferdinand Ekeke est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci de l'invitation. J'ai envie de dire meilleurs vœux. Meilleurs vœux également. Alors, ce n'est plus une information, les Lions à prime sont tombés, ils ont été éliminés de la compétition. Était-ce prévisible? Prévisible, oui, on peut le dire, dans la mesure où je pense qu'il est important de regarder les profondeurs desquelles cette équipe elle part. Ça fait pratiquement un an que le championnat est en arrêt, dont les jeux manquent de compétition. Cette équipe a été revisitée parce qu'il y a des joueurs qui ont bougé. L'entraîneur a été changé il y a 2 mois. Donc, autrement dit, l'entraîneur actuel a eu 2 mois pour préparer une équipe. Au-delà de ça, en plus, il y a eu des matchs amicaux qui n'étaient pas encourageants. Je ne dirais pas catastrophiques, mais qui n'étaient pas rassurants. Et ce qui a entraîné l'équipe dans un doute ou dans un manque de confiance. Et je pense que tous les Camerounais avaient ce sentiment. Et le parcours donc, que cette équipe fait était salué. Était salué parce que nous avons la chance, c'est vrai, d'avoir eu un calendrier qui était favorable. Dans ce sens qu'on a commencé par une équipe qui était abordable, le Zimbabwe. Et la prestation a été très bonne, était encourageante. Elle a surpris beaucoup de Camerounais. Je ne dirais pas seulement les Camerounais, les observateurs étrangers également. Et on a commencé donc à croire en cette équipe. Mais, ceci dit, le contenu a toujours été questionné. Le deuxième match, je pense qu'il faut être réaliste. Nous en sortons par la maladresse de l'adversaire, des attaquants adverses, et également par les prouesses de notre gardien, qui a été très bon. Pas seulement contre le Mali, mais également contre le Burkina Faso. Bon. Nous avons été qualifiés en faisant un match nul au dernier match de poule contre le Burkina Faso, et nous avons sauté. Nous avons sauté parce que c'est la qualification qui était importante. Oui. Bon, nous voilà en demi-finale. En demi-finale, de mon point de vue, je pense que c'était le match le plus accompli. Parce que jusqu'à présent, contre le Burkina Faso et contre le Mali, une défaite n'aura pas été scandaleuse d'un point de vue sportif, parce que ces équipes ont eu des occasions, beaucoup d'occasions, et on ne peut pas compter toujours sur les espoirs du gardien ou la chance. Et là, contre le Congo, en plus le match commence mal. On prend le premier but. Cette équipe, elle a été costaud parce qu'elle a été capable d'inhiber le Congo. Elle a empêché le Congo de jouer. Et là, bravo à l'entraîneur, parce que la stratégie, d'un point de vue stratégique, c'était très bien.
On a joué avec nos moyens. On a défendu dans notre camp. On attaquait à 3 ou à 4. On a pu être même on a eu un poteau même contre le Congo. Et de l'autre côté, parce qu'une équipe, il faut qu'elle soit bonne pour qu'elle puisse vraiment aller jusqu'au bout. Il faut non seulement qu'elle puisse marquer des buts, mais même quand elle ne marque pas des buts, il ne faut pas qu'elle puisse en prendre. Il ne faut pas qu'elle puisse en prendre. Et contre le Congo n'a pratiquement pas eu l'occasion à part le but marqué. Donc là, effectivement, je me suis dit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Bon, malheureusement, je pense aussi que, eu égard à ce que je viens de décliner, manque de confiance, manque de compétition, c'était difficile d'enchaîner les matchs tous les 3 jours de ce niveau. L'entraîneur a essayé d'être vraiment un très bon gérant sur le plan énergétique, parce que tout le monde se posait la question pourquoi en permanence il change son équipe. Il change son équipe pour que certains puissent récupérer et qu'ils puissent aller jusqu'au bout. Et là, malheureusement, c'était trop proche entre le Congo, où on a beaucoup donné, parce que tout le monde s'accorde que c'était une victoire à la sueur, à l'énergie, au combat. C'était notre meilleur match. Notre meilleur match. En même temps aussi, elle était coûteuse sur le plan énergétique. Et je pense, là, le Maroc aussi, il est important de savoir qui c'est, cet adversaire-là. Généralement, ces équipes dans le champ sont composées des meilleurs clubs de leur pays. Et ces meilleurs clubs, en ce qui concerne le Maroc, c'est le Raja, c'est le VAC, etc. C'est les clubs qui sont en permanence dans le haut niveau de la compétition des clubs en Afrique. C'est eux qui dominent. C'est eux qui dominent. Et ils ont un championnat qui est régulier. Et c'est l'un des pays qui est le plus organisé en termes de football local. Donc, et c'est le champion sortant également. Donc l'adversaire était vraiment costaud. Et j'ai aimé. Parce qu'en sport, il faut savoir être fair play. Quand l'adversaire est plus fort que toi, quand on a tout donné, que l'adversaire est plus fort, on le salue et on tire à la révérence. Le Maroc était plus organisé. Le Maroc était même plus fort psychologiquement, mentalement. C'est eux qui nous ont agressés. C'est eux qui nous sont rentrés dedans. C'est nous qui étions plus souvent au sol qu'eux. Et dans cette victoire, il n'y a pas à dire. Nos garçons, ils n'ont pas démérité. Moi, je leur rends hommage. Je salue la performance de l'entraîneur. Parce qu'en football, on peut être plus faible que l'autre et gagner le match de par l'habileté stratégique. Et je pense que c'est grâce à l'habileté des entraîneurs. Ils ont su faire avec les moyens qu'ils avaient, qui n'étaient pas si importants que ça. Et arriver là, il faut les saluer. Il faut les saluer. Et en plus, j'ai l'impression que les Camerounais ont commencé à penser que ce qui s'est passé au Gabon. En 2017, la CAN 2017 voilà. va se reproduire. Où les Camerounais doutaient de leur équipe, ouais. donnaient pas un franc pour leur. Mais peut-être parce que le match contre la RD Congo, on a vu une équipe vraiment qui s'appelait équipe. On s'est dit, bon, avec cette équipe-là, on est sûr qu'on peut gagner le trophée. Oui. Et prendre 4 buts, c'est quand même... Non, je pense que le match contre le Congo, je dis, il a été coûteux sur le plan énergétique. Il a été coûteux parce que vraiment, je dis, c'est... en termes de... Quand on n'avait pas le ballon, on a été très bon. C'est-à-dire qu'on a empêché le Congo de jouer. Et en plus, ce qui m'a agréablement surpris, c'est le Congo qui était gabonisé à la fin du match. Je voyais les Congolais qui souffraient, on était plutôt à l'aise. Et j'avoue que ça... Par contre, un espoir ne peut pas être... Ça ne peut pas se passer tous les jours. Alors, est-ce qu'on peut dire que notre équipe a su s'adapter à chaque étape de cette compétition? On a eu le tournoi pré-CHAN où vraiment on s'est dit on est dernier, c'est pas la peine, on est sûr qu'on va sortir au premier tour. Est-ce qu'on peut dire que c'est une équipe qui allait crescendo dans cette compétition avant, je veux dire, la demi-finale? Oui, j'avoue qu'au fur et à mesure, l'entraîneur avait beaucoup plus de maîtrise. La confiance est revenue après le premier match. La foi est également importante. Et je dirais qu'il est important qu'un entraîneur, souvent, on ne se rappelle pas de celui qui a bien joué, qui a très bien joué, celui qui a le mieux joué. On se rappelle plutôt de celui qui a gagné. Et l'entraîneur a été froid. Il a été froid parce que en 78, Jacques a été l'entraîneur le plus critiqué. En 2002, Carlos Alberto Pereira a été l'entraîneur le plus critiqué.
Parce que les gens veulent le beau jeu, ainsi de suite. Mais lui, son objectif, c'est de gagner. C'est de gagner. Et je pense que le parcours qui a été fait, d'ailleurs, c'est une première, quart de finale, demi-finale. Demi-finale. Donc, en termes de performance, c'est une performance appréciable qu'on doit saluer. Et c'est pas encore fini. Au pire des cas, nous sommes quatrième. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on garde la réserve, parce que nous avons encore un match important à jouer, et qui va, je pense que qui sera important. Il faut qu'on finisse bien cette compétition. Qu'on soit au moins troisième, qu'on soit au moins sur le podium. Alors, est-ce qu'on peut se dire que cette équipe, elle est à l'image de ce qu'on attendait par rapport à ce qu'on a vu? Est-ce que avant cette compétition, l'équipe qu'on a vue, c'est ce on attendait? Le jeu qui a été développé? Non, le temps qui était imparti était relativement court. Et bon, on a fait quelques petites erreurs, parce que on ne doit pas, on ne crée pas le fil à couper le beurre. Généralement, on prend les meilleurs des 3 meilleures équipes. Et pour le moment d'ailleurs, on ne peut pas dire 3 meilleures équipes, parce qu'il y a une seule équipe encore, qui est en compétition, c'est le Coton. C'est Coton. Et Coton, effectivement, on a vu, on est arrivé à cette vérité, on a pris beaucoup de joueurs de Coton, parce que dans la préparation, c'est là qu'on regarde les associations, qu'on regarde les compatibilités, qu'on regarde parce que dans le couloir, il faut que le joueur de couloir offensif et défensif, qu'ils aient une complicité. Dans l'axe défensif, il faut absolument qu'il y ait cette complicité-là, que les joueurs aient des automatismes. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, dans notre axe central, Banga et Tamé, ce sont des joueurs de Coton. Ouais. Donc, ils ont une expérience ensemble, ils ont vécu ensemble, c'est beaucoup plus facile. C'est comme ça qu'on fait dans tous les pays. On prend 2 ou 3 clubs. Malheureusement, nous, on a un seul club qui est compétitif aujourd'hui, c'est Coton qui est en compétition. Alors, est-ce qu'une victoire finale aurait pu aider notre football aujourd'hui? Est-ce que si on avait passé les demi-finales et pourquoi pas gagner ce championnat, est-ce qu'on peut dire que cela aurait aidé notre football local aujourd'hui? On peut le dire, mais en même temps, ça peut être aussi l'arbre qui cache la forêt. Parce que ça peut être l'arbre qui cache la forêt. Je le répète, ça fait 1 an que le championnat est arrêté. Et c'est nous qui sommes pays organisateurs. Et nous avons beaucoup de problèmes dans le football local. Et il est important que vraiment on y réfléchisse. Bon, cette équipe, elle a fait rêver. Elle nous a fait vivre de bons moments. Ça fait tellement longtemps que le Camerounais n'a pas vécu ces émotions. Oui. Bon, rendons leur hommage. Et on espère qu'à Douala, samedi, on va les accompagner avec la même ferveur pour qu'on finisse bien cette compétition. Non, une victoire, elle sera la bienvenue, mais je ne pense pas, parce que là, on aurait continué avec... On aurait fait oublier les réels problèmes. Voilà, on aurait continué avec nos slogans « Impossible n'est pas camerounais », ainsi de suite. Alors lion reste un lion. Voilà. Alors, que répondez-vous à ceux qui estiment que le passage en demi-finale est une qualification de la honte, au regard de ce qui s'est passé autour des accusations faites autour des tests Covid en face de la RD Congo? Non, je pense que cet argument n'est pas recevable, dans la mesure où les tests PCR, ce n'est pas nous qui les avons fabriqués. C'est une technique qui est, je dirais, universelle. Ça se fait dans tous les pays. Et d'autre part, ces tests ne sont pas simplement... La CAF a une commission médicale qui est là pour contrôler la régularité des choses. Donc vraiment, c'est pas, cet argument n'est pas recevable. C'est vrai que si j'étais à la place du Congo, je peux avoir ce genre de réaction. Parce que... Le mental a été touché. Oui, mais malheureusement, c'est uniquement le Congo. Et ce n'était pas seulement lors du match contre le Cameroun. Avant le match contre le Cameroun, le Congo a été touché. J'avoue que pour Florent Ibenge, ce n'était pas évident. Et d'ailleurs, c'était même, je dirais, la hantise de toutes les équipes. Moi, je me rappelle quand je négociais avec le chef de délégation du Maroc, parce qu'ils avaient les mêmes horaires d'entraînement avec une autre équipe, et il fallait trouver un arrangement. Donc, j'ai négocié avec lui. Il me dit, OK, j'accepte, je peux décaler
mais à condition qu'on me donne les résultats des tests. De l'équipe qui sera là avant. La veille. Pour que moi je sache éventuellement avec qui je peux jouer et avec qui et comme ça je pourrais savoir qui peut s'entraîner et qui peut ne pas s'entraîner aujourd'hui. Donc si vous me les donnez, donc, autrement dit, personne, toutes les équipes, puisque les tests ont la particularité que pour que ça soit efficace, ça ne doit pas être fait ni trop tôt, ni trop tard. C'est-à-dire que ça doit être les tests de 48 heures. 48 heures. Donc, autrement dit, tout le monde était obligé d'attendre. Et malheureusement, c'est vrai que le Congo a été très souvent touché, mais on ne peut pas expliquer pourquoi. Parce que ce n'était pas le Cameroun non plus, parce que le Cameroun n'était pas particulièrement intéressé par les résultats du Congo lors de la première phase. Donc, on les comprend, mais je pense que ce n'est pas fondé. Alors, le Congo a porté plainte. Est-ce que ceci peut avoir un impact sur le sport? Je veux dire, sur le jeu en lui-même. Est-ce que cette plainte, si, je ne sais pas, hein, quel que soit le résultat, est-ce que demain on peut dire que bon, parce que vous avez gagné, vous n'avez plus gagné? Vraiment, je pose la question de façon plate. Non, est-ce que ça peut avoir un impact sur le jeu? Non, il y a deux choses d'abord. La première, c'est que le test ne peut pas être utilisé comme une arme pour diminuer l'adversaire. Ça, c'est contre l'éthique, c'est inacceptable. Et c'est la raison pour laquelle la commission médicale de la CAF doit encadrer cela. Et elle est là. Elle est là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on doit réfléchir, effectivement, parce que ça ne peut pas être maintenant les médecins ou les tests qui déterminent qui va jouer et qui ne va pas jouer. Parce que ça, effectivement, on ne sait pas 48 heures avant ou 24 heures avant avec quelle équipe on va jouer parce qu'on attend. Donc, il y a une réflexion qui doit être menée, je pense, par la CAF, pas seulement par la CAF, je dirais, parce que le monde entier était confronté à cette pandémie, à cette situation. Comment gérer le mieux possible cette équation. Parce qu'il faut protéger, les tests sont faits pour protéger les acteurs. C'est pour protéger les acteurs et tous ceux qui sont autour qui doivent travailler de près autour du terrain et autour de la compétition. Et c'est incontournable pour la sécurité la sécurité sanitaire de tout le monde et surtout des acteurs eux-mêmes. Donc on ne peut pas dire que non, il faut les éliminer, mais il faut les encadrer, il faut avoir une réflexion pour que ça soit le moins pénalisant, ce soit le plus facile pour les entraîneurs. Mais ceci ne pourrait pas... Est-ce que ça ne pourrait pas à la fin entacher un peu l'image de la compétition en elle-même? Non, je pense que... Non, on ne peut pas le dire. Parce que le Congo a été, je ne dirais pas victime, mais il a été malheureusement touché par les cas qui ont été déclarés positifs, donc ils n'ont pas pu jouer. À un moment donné, ils avaient même, je dirais, y compris leur entraîneur. Oui, l'entraîneur avait été touché. Voilà. Ça ne s'est pas passé contre le Cameroun. Ça s'est passé dans les matchs de poule. Donc, autrement dit, le Cameroun n'a aucun intérêt à aller manœuvrer, à aller manipuler les tests pour pénaliser le Congo. Donc, vraiment, c'est juste... c'est arrivé que c'est le Congo. Et pourquoi? Il n'y a pas une fixation par rapport au Congo et par rapport au match de quart de finale. Vraiment, ils ne peuvent pas le dire. Mais par contre, qu'ils aient été pénalisés, oui. Est-ce qu'on peut faire mieux? Ça doit être une réflexion. Bon, on le dit au regard de tout ce qui s'est dit autour. On aura annoncé aux Congolais en pleine conférence de presse que 13 membres sont hors course. Ce qui aurait attaqué le mental, et on sait que le jeu, ce n'est pas que sur le terrain, c'est également le mental, il faut être parti étant prêt. Donc ils sont partis déjà étant fragilisés quelque peu par le pays organisateur. Oui, je pense que je me répète encore, le Congo a eu à gagner des matchs hein, avec des cas Covid. Voilà, et ça ne s'annonce pas, il y a une procédure pour prendre connaissance des résultats. Et d'ailleurs, toutes les équipes sont dans cette situation. On est en attente
Et dès qu'on les a, à ce moment-là, qu'on détermine le groupe définitif. D'accord. Alors, on a mis tout ceci dans ce qu'ils ont appelé des manœuvres pour déstabiliser l'adversaire. Alors, vous qui avez eu à faire des compétitions internationales de ce type, est-ce qu'il y a eu ce genre, des actions, pas ce genre, des actions pour vous déstabiliser, vous, adversaire, peut-être d'une autre équipe? Donc, tout d'abord, pour revenir encore sur le problème de Covid, cela a été d'ailleurs envisagé. C'est la raison pour laquelle, contrairement aux éditions précédentes, ce n'était plus un groupe de 24, on a élargi un groupe de 33 joueurs. Oui. Donc, parce qu'on on imagine que ce genre de choses peuvent arriver. Donc, surtout avec le brassage, les voyages. Voilà. Oui. Voilà. Malheureusement, c'est-à-dire que ce que le Congo, je dirais, dénonce, c'est dû à la défaite. Non, pas la défaite. Je dirais pas qu'ils sont. Je dirais c'est le contexte. C'est la Covid. On doit faire avec. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce contexte-là, on reviendra. C'était un espoir ce qui a été fait. Cette organisation. D'accord. Alors dites-nous, est-ce que vous, dans vos compétitions, non, moi, ça, je voudrais même ajouter. Ouais. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la FIFA a pris une décision. Parce que normalement, au départ, à partir de demi-finale, on devait passer à 50%. À 50% de l'occupation des stades. Mais elle se dit, jusqu'à présent, ce champ-là, ça a été un succès. Et même ils en sont conscients. Pourquoi prendre le risque? D'autant plus que, effectivement, après notre victoire contre le Congo, il y a eu quelques dérapages. Voilà. J'allais dire, est-ce que ce n'est pas un peu comme une petite sanction au regard de ce qui s'est passé à Japoma après le match du 30 janvier? Non, mais je suis à la place, je prendrai la même décision. D'accord. J'ai déjà réussi ma compétition. Les images se vendent parce que la fête est belle. Pourquoi prendre un risque alors que pour le moment, ça se passe bien? Donc par prudence, consolidons, capitalisons les gains actuels. Donc maintenant, par rapport à la question, ça existe toujours. Mais disons qu'il y a d'abord dans le milieu sportif, quand les dirigeants sont responsables, il y a d'abord l'éthique. Il y a des choses qui ne se font pas. Ça se joue sur le terrain. Il peut y avoir quelques éléments, souvent même c'est dans les déclarations. Dans les déclarations que ça se fait. Mais si ça va au-delà des déclarations, un entraîneur fait une déclaration pour fragiliser ou bien pour faire réagir, ça existe. Ça fait partie du jeu. Et surtout quand ce sont des grands matchs comme ceux-là. On a quand même, il y a en Égypte en 86, où on vous a un peu secoué en Égypte quand même. Oui, je pense que par exemple, il y a aussi l'incident du Mali. Voilà. Il y a l'incident du Mali. Mais je pense que quand on est une grande équipe, on s'en sert positivement. Ça devient, je dirais, un élément de motivation supplémentaire. Ça fait monter l'adrénaline. Et là, très souvent, nous, les Camerounais, on est beaucoup plus forts. On est beaucoup plus forts parce que, comme ça nous dope, et à ce moment-là, on n'est plus simplement des footballeurs, on devient des guerriers. De vrais lions, alors. Alors, on a déjà parlé de l'occupation des stades. Il y a cette coupure d'énergie au stade de la réunification de Bépanda qui a fait beaucoup de bruit. Il y a la plainte du Congo. On a également ici à Douala ceux qui se sont plaints de l'obtention des billets. Est-ce que, bon, je laisse un peu passer la grève des volontaires, est-ce que ces quelques couacs ne vont pas quand même émailler un peu l'organisation de cette fête qui jusqu'aujourd'hui, on se dit, c'est joli, c'est beau. Est-ce que ces points-là ne sont pas, j'ai envie de dire, un peu graves parce qu'on pouvait anticiper? Bon, il faut d'abord, je pense que je tiens à dire d'abord que il ne faut pas simplement que nous, les Camerounais, nous portons un regard et une appréciation. Et je pense que tous les visiteurs, j'ai reçu des amis guinéens, j'ai reçu des Congolais, d'ailleurs mon ex-coéquipier Santos Mutubila, Eugène Kabongo, avec lequel je jouais, était là, c'était un plaisir de le revoir. Tout le monde,
la fédération malienne, tout le monde rend hommage à cette compétition, à cette organisation. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés, ils ont été très bien accueillis. C'était fluide au niveau de l'aéroport. L'accueil est très bon. Il y a de l'ambiance sur le terrain. La pelouse est de très bonne qualité. Les infrastructures sont à envier. Et pour le moment, tout le monde s'accorde. Tous les visiteurs, les observateurs étrangers s'accordent à dire que c'était un succès. C'est une très bonne organisation. Que vraiment le Cameroun a mis la barre haute. Maintenant, c'est un galop d'essai. Et ça a été fait pour que, éventuellement nous essayons de faire le mieux possible et qu'on ait le temps de corriger ce qui est à corriger pour la CAN elle-même. Bon. Si je commence par la coupure d'énergie. Tout d'abord, il y a les groupes électrogènes. Il y a les groupes électrogènes. Et souvent même, ça fonctionne avec les groupes électrogènes. Parce que la demande énergétique est tellement forte que les groupes électrogènes, et ça n'a pas duré. Tout au contraire, même ça a permis de voir la beauté du stade. Parce que quand il y a eu cette coupure et que le public, ils ont allumé le téléphone, c'était beau. C'était beau. Mais par contre, si le message ça peut arriver, prenez toutes les précautions, effectivement le message est reçu. Maintenant, en ce qui concerne la billetterie, on est dans une équation, je dirais même, plus qu'économique. La demande est forte, l'offre est petite, l'offre est réduite. Et on ne peut pas faire l'inflation. Parce que si c'était juste un problème de marché, les prix auraient flambé et ça aurait éliminé une certaine demande. Mais là, ce n'est pas le cas. On voulait que ce soit populaire. Les prix étaient très abordables. À 1000 francs, 1500 francs, on avait accès au stade. 3000 francs. Donc, on l'a maintenu. Et face à cette demande, et en plus, essayer de contrer la spéculation. C'était pas facile. Tout le monde ne pouvait pas être servi. Tout le monde ne pouvait pas. Bon, je dirais, c'est bien pour ceux pour les heureux, les élus. Et c'est dommage. Et que ceux qui n'ont pas pu assister au match, malheureusement, on ne peut pas le faire. Au quart de finale, qu'on puisse vraiment voir le match de classement. Donc vraiment, c'était. Mais par contre, on va essayer d'améliorer. On va essayer d'améliorer. Pareil, j'anticipe pour le problème des accréditations. C'était fluide. Il s'est passé un goulot d'étranglement. C'est-à-dire que la veille, tout le monde est venu en même temps. Mais est-ce qu'on ne peut pas voir un peu la centralisation des choses? Parce qu'à un moment, quand on posait les questions, on dit non, ça sera Yaoundé, ça vient de Yaoundé. Est-ce qu'il n'y avait pas comme une centralisation? C'est vrai qu'il y a eu des comités de site, mais on a l'impression qu'à la fin, c'est Yaoundé qui prenait les décisions. Bon, donc, c'était... accréditer les membres même à 2 jours de la compétition, je pense que c'était un peu tard aussi. Je pense qu'effectivement, autant on est satisfait, autant je pense qu'après, de manière responsable, il faut une évaluation voilà, et de tous les détails pour que l'année prochaine, on puisse offrir à l'Afrique et au monde la meilleure organisation possible. Alors c'était un galop d'essai en vue de la CAN, galop validé, peut mieux faire, médiocre? Non, c'est vraiment très bon, très bien, très bien. C'est-à-dire... Très bien, donc il n'y a pas de faute? Non, c'est pas qu'il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute, il y a des détails qu'il faut... On peut mieux faire alors? Il y a des détails qu'il faut affiner, on peut toujours mieux faire. Et moi, je suis bien placé parce que même quand on a gagné, il faut toujours tirer des enseignements. Et je dirais, la beauté de notre métier d'entraîneur, c'est écouter les messages d'une performance, même quand elle est bonne. Parce que souvent, les victoires d'aujourd'hui préparent les défaites de demain, comme les défaites d'aujourd'hui peuvent préparer les victoires de demain. Si on sait les écouter, si on sait les tirer. Et oui, il y a toujours des enseignements. Il y a toujours des enseignements à tirer, il y a toujours des choses à corriger. Il faut toujours... je pense qu'on va aller dans ce sens. Donc, mais après, on s'assiera et sans complaisance, on a le devoir de le faire pour être encore plus performant pour la CAN. Globalement, pour répondre aux questions concernant le CHAN, organisation et prestation de l'équipe,
quel est le regard que vous, acteur de football, et vous allez faire? Vous allez avoir deux casquettes et vous serez jugé parti. Acteur de football, au regard de l'organisation de la prestation des Lions, quelle est l'appréciation froide que vous pouvez faire de la compétition? Bon, il faut distinguer deux choses, deux domaines. En termes d'organisation, je suis fier. Surtout quand j'entends les observations des visiteurs et même les commentaires à dans la télévision étrangère. Je suis fier. Et je pense que le Cameroun peut être fier. Et dans ce domaine d'ailleurs, achetons les infrastructures. Quel Camerounais n'est pas fier? C'est-à-dire quand, par exemple, à la fin du match, hier, je regardais un match avec un ami, et à la mi-temps, on a arrosé les stades. Et il disait, mais c'est au Cameroun ça? Donc, autrement dit, on a fait un saut qualitatif important. Et en tant que joueur, je pense que je suis content de voir ça parce qu'à un moment donné, j'avais l'impression que le Cameroun était ingrat vis-à-vis du football. Parce que le football a beaucoup donné à notre pays. Le football qui lui a beaucoup donné. A beaucoup donné. Et là, je pense que le football a eu un retour. Et d'autre part, notre football souffre de sous-financement. Parce que les matchs sont invendables en termes d'image. Quand on va jouer à Bafang, sur la terre rouge, aucune télévision ne peut transmettre un tel spectacle. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ces stades, ça devient économiquement plus intéressant. En termes de marketing, je dirais donc c'est également, si on sait organiser l'économie du football, ça sera un plus vraiment pour l'avenir du football camerounais. Maintenant, le deuxième aspect, c'est la compétition. La compétition, je dirais, il faut toujours, oui, d'abord, on peut dire que pour la première fois, on arrive en demi-finale. Donc, vraiment, ne boudons pas. C'est à féliciter déjà. Voilà. Peut-être même on aura la troisième place. C'est la première chose. La deuxième chose, sinon ça sera ingrat. Il faut relativiser le regard. J'ai insisté au début des profondeurs desquelles cette équipe elle part. C'est-à-dire, en 2 mois, sortir une équipe et arriver en demi-finale, on peut questionner la manière. C'est un exploit. Et il faut rendre hommage, saluer les entraîneurs, le travail qui a été fait en 2 mois. Il faut saluer ce travail-là. Sinon, ça sera ingrat. Ces joueurs, ils ont joué avec les qualités, avec les limites. Mais maintenant, par contre, de manière générale, je me suis régalé pendant ces 2 semaines. C'est un paradoxe. La révélé des talents aussi. La révélé des talents. Les matchs étaient beaux. C'est-à-dire, je ne savais pas que le football africain était développé jusqu'à ce niveau. Là, on a eu l'occasion pendant 2 semaines, nous, les observateurs, de voir où que les autres travaillent. La Tanzanie, elle m'a ébloui. Je suis allé voir le match Guinée-Tanzanie. Je m'attendais, je me disais, je viens voir en averti cette Guinée qui a fait une très bonne première phase. Je vais voir si elle a le potentiel pour la suite. Mais la première mi-temps, j'ai vu une Tanzanie. Dans le jeu, en plus. J'ai vu une Tanzanie qui m'a ébloui. Je ne pensais pas que la Tanzanie pouvait être à ce niveau. Parlons de l'Ouganda qui est sorti au premier tour. Mais l'Ouganda a ébloui les gens par la qualité du jeu. Donc, c'est pas seulement... le Mali, ce n'est pas une surprise. La Guinée, ce n'est pas une surprise. Mais ça travaille. Et c'est un message pour nous. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille. Et c'est la raison pour laquelle les infrastructures, ces infrastructures, c'est bien. Mais il faut également qu'au niveau des départements, au niveau des régions, que ça se développe. Et c'est la raison pour laquelle je pense que la nouvelle ère aussi politique, avec la décentralisation, que les communes vont s'impliquer, que les communes vont s'investir dans ce sens, vont doter de leur localité des infrastructures sportives. Pour que le football, parce que tout le monde doit donner. Tout le monde doit donner. Il y a une grosse demande. Il y a une jeunesse qui adore le foot. Et cette jeunesse a besoin d'infrastructures, a besoin d'espace pour s'exprimer, a besoin d'espace pour apprendre, a besoin d'espace pour se développer. N'attendons pas tout de la FECA Foot ni du ministère des Sports. Les communes ont leur rôle. Et moi, par exemple, quand j'ai arrêté le football en France, à Valenciennes, je suis passé dirigeant. La municipalité, la mairie de Valenciennes, à l'époque c'était Jean-Louis Borloo, mais elle finançait, elle apportait ça, elle finançait. Et lui-même,
c'était devenu un ami parce qu'on se voyait régulièrement dans le cadre de Valenciennes. Il était lui-même supporter. Et c'est vrai que ça va faire évoluer les choses parce que, d'ailleurs, je rends hommage à la mairie de Douala parce que j'ai des échos qu'elle va donner un coup de main au club Litouan et Litou. C'est une bonne chose. Et c'est comme ça que parce que quand les unions, quand les léopards, ces clubs-là s'illustrent, c'est pour également ce sont des visuels pour la ville. Ce sont des visuels. Ces clubs vendent aussi l'image de la ville. Alors, dites-nous, au début de cette compétition, c'est vrai, on a remarqué un fait, le CHAN s'est fait connaître parce que le Cameroun organisait la compétition. Parce que avant la compétition, quand on descendait dans la rue, nombreux étaient les Camerounais qui ne savaient pas ce que c'est que le CHAN, qui ne connaissaient pas les noms de l'équipe camerounaise. À la deuxième journée ou à la troisième, en face de groupe encore, les noms ont commencé à revenir. Quand on a traversé alors le premier tour, certains commençaient à vous dire « Ah, Ashukerido et Tamen, Djeng », les noms commençaient à se répéter. Est-ce que les supporters n'ont pas vendu un peu tôt la peau du lion? Est-ce qu'on ne l'avait pas encore tué, mais on avait déjà vendu la peau? Bon, effectivement, ça, ce sont des indicateurs. Des indicateurs que la compétition était bien, pas vendue, mais bien défendue. Et aujourd'hui, je pense que tous les Camerounais ont été touchés, ont été imprégnés par cette compétition. Et c'est la raison pour laquelle je pense que le CHAN lui-même, il a fait un saut qualitatif. C'est-à-dire, on avait la vision d'une compétition mineure, Oui. d'amateurs. J'avoue que moi-même, parfois, souvent, je ne regardais pas le CHAN. Mais là, en tant qu'observateur averti, en tant qu'entraîneur, en tant que footballeur, j'ai pris du plaisir. J'ai vraiment pris du plaisir. Bon, non seulement le spectacle sur le terrain, mais en dehors de ça, d'ailleurs, j'entendais hier les commentaires de Philippe Doucet, Oui. qui disait en plus même pour eux, c'est-à-dire revoir les stades vivre, c'est-à-dire que c'était L'ambiance du stade, voilà. Surtout qu'il n'y a pas de compétition ailleurs et on sait que le stade, il faut le public. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu les sons comme on entendait. C'est-à-dire moi, par exemple, le match de la Guinée contre la Tanzanie, quand au stade, on voyait, en plus les Guinéens ont eu une très bonne politique, leurs supporters étaient au stade, dans 2 tribunes, habillés tous en blanc, avec leur drapeau, donc il y avait la couleur. Non seulement il y avait le spectacle sur le terrain, il y avait la couleur. Avec les tam-tams, etc., il y avait du son. Il y avait du son. Et en plus, comme on est assis dans le confort, dans ce beau stade, vraiment, je suis sorti une belle soirée de foot. Alors, comme maintenant, je pense qu'avec ces infrastructures, avec ce qui s'est fait là, ça nous donne des pistes. On peut venir au stade en famille et passer une bonne soirée. Bon, je vais faire un peu, je serai un peu, bon, je crois que c'est être patriote. Je pense que les Camerounais, quand même, ont montré qu'ils aimaient le football parce qu'on n'allait pas au stade seulement parce que le Cameroun jouait, mais on allait regarder pratiquement tous les matchs parce que tous les matchs qui se sont joués, on voyait du public au stade, pas forcément lorsque le Cameroun jouait. Alors, pour revenir sur ma question, le deuxième volet, quand même, est-ce que ces supporters n'avaient pas un peu raison de vendre la peau du lion avant de l'avoir tué au regard de ce qui se passe localement, s'agissant de football? On n'a pas de championnat. Est-ce qu'ils n'avaient pas un peu raison de se dire, ah, elle n'ira pas loin? Parce que les Camerounais l'ont dit avant la compétition. Parce que tout à l'heure, vous avez fait... Est-ce qu'ils n'avaient pas raison? Parce que mais c'est objectif. Ils avaient raison. Objectivement, c'est-à-dire, il n'y a pas de championnat. Un entraîneur qui arrive juste 2 mois avant la compétition, les matchs amicaux qui ne sont pas convaincants, c'est normal. Objectivement, on doit le penser, on peut le penser, on doit le penser d'une manière cartésienne, d'une manière raisonnable. Mais le premier match, et après le foot, c'est pas aussi une question de raison, surtout pour les supporters.
C'est une question c'est le cœur, cœur. c'est l'émotion. On regarde son équipe avec les yeux de Chimène. Et effectivement, les Camerounais, après, ont commencé à regarder cette équipe avec les yeux de Chimène. Et il nous appartient maintenant, nous les avertis, nous les observateurs, de communiquer. Et moi, je me rappelle même juste avant, parce qu'il y a eu beaucoup de plateaux avant le match contre le Congo. Je disais, attention, le public de Douala, le connaissant, il a une particularité. Il aime le beau jeu. Il aime le jeu. Et il ne faudrait pas que demain, quand le Congo va commencer à aligner quelques phases de jeu, les dribbles, etc., que le public change. J'avais peur de ça. Mais c'est vrai que le Camerounais aime tellement son équipe que... Et c'est ça qui est... Parce que là, effectivement, c'est-à-dire qu'on oublie le contexte. On oublie un peu cette maladie. Ouais. Les débats politiques se taisent. Nos divisions, nos clivages se taisent. Tout le monde là, tout le monde est Camerounais. Et c'est la raison pour laquelle vraiment, ce que j'ai, le souvenir que j'ai, c'est-à-dire les moments les plus intenses, c'est quand on a porté ce maillot-là, et qu'au moment des hymnes, ça retentit. Cher parti, terre chérie, tu es notre seul le vrai bonheur. Et là, quand on les chante, on les vit. Et à ce moment-là, moi je me rappelle, j'ai les images du pays. Je vois les rues qui sont vides. Je vois les amis, les parents, on est autour d'une... À l'époque, c'était la radio, le seul poste du quartier. Et là, on s'identifie. On sait qu'on n'est pas seul, on ne se représente pas seulement. On sait que nos frères, nos sœurs, nos cousines nos amis attendent l'occasion d'être fiers, de vivre un bonheur. Et ça, par contre, c'est ça. Et c'est la raison pour laquelle, là, on n'était plus des footballeurs. Et on savait aussi, vraiment, nous préparer psychologiquement à basculer. Quand on basculait dans le match, on basculait dans toutes ces valeurs-là. Et dans tous ces sentiments-là, toutes ces émotions. Et là, je vous assure, on n'est plus des footballeurs, on devient des guerriers. Et quand, par exemple, je me rappelle, contre l'Argentine, quand on disait, frères camerounais, nous allons gagner au nom du Cameroun. Et quand on le chante, et ça nous donne une énergie. Et là, on a l'œil du tigre. On a l'œil du tigre et souvent, au-delà de la qualité du jeu, au-delà des valeurs techniques, tactiques, etc., il y a cette énergie qui apporte un plus et parfois qui fait la différence. C'est ça qui a fait la différence contre le Congo, conjugué avec l'habileté des entraîneurs. Mais le Maroc était plus fort. Parce que mentalement, psychologiquement, ils sont rentrés, ils avaient autant faim, sinon plus faim que nous. Ils étaient plus agressifs que nous. Et quand on a un compétiteur, un adversaire comme ça, il faut le saluer. Il faut le saluer. Je lui souhaite bonne chance. Le Maroc, il est passé au deuxième tour avec 9 buts, je crois. Oui, maintenant ils sont à 12 buts. Donc, 12 ou 13 buts. Il fallait se préparer. Alors dites-nous, vous qui êtes acteur de foot, selon vous, qu'est-ce qui ne va pas dans la maison football au Cameroun? Alors c'est triste. C'est triste parce que quand on prend l'histoire du football camerounais, surtout après 90, quand on arrive en quart de finale, on doit continuer la progression. On doit continuer la progression. On ne peut pas partir, au lieu de progresser, on régresse. Ça fait mal. Ça fait mal et personne ne peut avoir plus mal que les footballeurs eux-mêmes. Ça fait mal. Dites-moi, ces garçons qui ne jouent pas depuis un an et qui ont choisi pour métier le football, ils vivent de quoi? Les footeux eux-mêmes. Ces entraîneurs vivent comment? Ça ne met personne. C'est la raison pour laquelle il faudrait que, bon, c'est pas le moment. Parce qu'il y a un temps pour toute chose, disait l'Ecclésiaste. Arrivons vivement lundi. Que nous rentrons, c'est bien la fête. Maintenant, on fait quoi, comme disaient les Gabonais? On fait quoi? On continue comme ça? C'est que vivement lundi. Mais pour le moment, nous devons accueillir nos invités, nos hôtes. Il faut que ça se passe bien. Mais dès lundi, il faudrait que nous nous posions la question, que nous nous regardions en face
et que nous ne nous fassions pas de cadeaux. On a des informations qui continuent d'arriver. Par exemple, le tribunal arbitral du sport qui vient d'annuler, par exemple, l'exécutif qui a la FECAFOOT en ce moment. Est-ce qu'il faut attendre la fin de la fête pour en parler, ou est-ce qu'il ne faut pas déjà expliquer aux Camerounais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Surtout qu'à côté du CHAN, ça va dans tous les sens. Pour faire, pour que peut-être ceux qui ne sont pas du milieu puissent comprendre, le sport doit s'exercer, surtout le sport, dans le respect de l'équité et des règles et du droit. C'est pour ça qu'il y a l'arbitrage, même sur le terrain. Il y a des règles que tout le monde doit respecter. Et après, quand vous perdez le match, il y a la possibilité de ce qu'on appelle les réserves. Et dans les réserves, il y a une commission. Les commissions qui sont là pour analyser et, je dirais, dire si c'est fondé ou pas fondé. Donc c'est la raison pour laquelle le résultat, parfois sur le terrain, peut être changé, peut être annulé, match à rejouer, ou bien on donne le point à l'adversaire parce que la tricherie qui a eu lieu, qui a été dénoncée, s'est avérée fondée d'après les membres ou les juges qui doivent ces instances d'arbitrage. Mais par contre, si jamais une partie pense que ce jugement de cet instant d'arbitrage n'est pas fondé, est injuste, n'est pas juste, elle va plus haut. C'est la raison pour laquelle, si par exemple le litige a eu lieu à Douala, l'instance supérieure qui peut revoir la chose, c'est Yaoundé. Et si maintenant, au niveau de Yaoundé, il y a un problème, on n'est pas toujours satisfait en pensant que on est toujours victime d'une injustice, il y a ce qu'on appelle la chambre, la CCA. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une chambre de conciliation et d'arbitrage. Là, c'est le comité olympique, c'est-à-dire c'est une instance qui, pour tous les sports. Et si jamais, même à ce niveau-là, on pense que c'est injuste, on a ce qu'on appelle, c'est la Cour de cassation du sport au niveau international, qu'on appelle le TAS. Donc après les élections passées, certains acteurs ont estimé qu'il y a eu des vices, qu'il y a eu on a des règles, un certain nombre de règles n'ont pas été respectées, ce qui fait que les résultats ne sont pas, sont faussés, ont porté donc des réserves. Et c'est arrivé au niveau du TAS. Le TAS a dit que ces raisons étaient fondées, leurs arguments étaient recevables et fondés, et ils ont annulé l'élection. Donc à la rigueur, ça arrive. Ça veut dire que dans un truc normal, ça arrive. On a émis des réserves, on a estimé, et ceux qui sont appelés à arbitrer ont estimé que oui, c'est fondé, et on annule l'élection. C'est normal. Et il y a même des mécanismes qui sont prévus à ce sujet. C'est-à-dire que, par exemple, souvent c'est le comité de normalisation qui, de manière transitoire, de manière provisoire, gère et organise le renouvellement donc, de ces instances-là. Ça doit être aussi simple, aussi facile. Mais seulement, nous, le problème qui se pose, c'est que, autant on se plaint qu'on est toujours dans les tribunaux, on est dans les tribunaux, pourquoi? Parce qu'on prend des libertés avec le droit, avec les règles que nous-mêmes nous avons définies. Et le droit est droit. À partir du moment que vous prenez les libertés, à un moment donné, ça vous rattrape. Ça rattrape. Et c'est la raison pour laquelle il est important. Et le paradoxe, en plus, c'est que souvent, même ici, on a pris je dirais, la crème. On a dit non, ce n'est pas plus les footballeurs, ce ne sont plus on prend des agrégés de droit. Des agrégés de droit pour voir ces tests, pour voir. Et ça n'a pas été pas concluant. Pourquoi? Parce que malheureusement d'autres intérêts s'y mêlent et on commence à prendre la liberté avec le droit et souvent, et très souvent, on est rattrapé. C'est la raison pour laquelle, tant que pour le moment, on ne respectera pas les règles et les droits, toutes les règles que nous-mêmes, nos propres tests que nous sommes dictés, on tournera en rond. Et quand la justice s'est prononcée, appliquons simplement les sentences.
appliquons simplement les sentences. C'est-à-dire que si on vous dit, bon, c'est annulé, ok, je fais, je l'accepte, et je ne me prépare éventuellement pour gagner dans les règles, dans une compétition saine. Mais quand on commence à faire la résistance, même par rapport, je dirais, aux sentences, quand on commence à prendre la résistance par rapport à... On ne respecte plus les sentences, et le droit, ça veut dire qu'on ne respecte même plus nos instances, nos propres instances, parce que c'est nous qui nous sommes affiliés je dirais, à l'association internationale. Et ces règles-là, on doit les respecter. Sinon, il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait pas de problème. Il faut simplement qu'on s'accorde. Et le droit est droit. Ne prenons pas la liberté. Et quand les règles, quand c'est juste, comme par exemple là, on vient de parler Cameroun-Maroc, quand l'adversaire est plus fort, on n'a rien à dire. On le salue, on le félicite. Et en plus, dans l'association, on n'est pas en politique. On est en association. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu présentes ton programme. Si tu es battu, tu restes membre de l'association. Maintenant, tu œuvres pour le bien-être et le développement de l'association. Alors, l'exécutif a été mis à la porte, mais il doit assurer l'intérim. L'affaire dérange encore. Vraiment, essayez de nous expliquer terre à terre, pas en parabole. Est-ce que ici, on doit comprendre que cet exécutif-là, qu'on dit ne pas être là, qu'il n'est pas arrivé là dans de bonnes conditions, le fait qu'il reste quand même là, est-ce que finalement, on ne dit pas une chose et son contraire? Qu'est-ce qu'on doit comprendre là? Bon, le problème c'est on. On, c'est qui? Bon, vous allez nous dire. Voilà. La première chose, c'est que tout le monde, je dirais tous les Camerounais par exemple, je dirais même tous les citoyens, même du monde, sont censés être égaux en droit et en devoir. Ce qui fait que, quel que soit le rang de la personne, quelle que soit l'institution, elle est justiciable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'adosser sur quelque chose, une règle, quelque chose qui n'est pas juste. Et quelque chose qui n'est pas droit. C'est la première chose. La deuxième chose, il faut, à mon point de vue, il faut faire une distinction entre la sentence et le commentaire. D'accord. C'est-à-dire qu'on demande à une instance de dire le droit. C'est fondé ou c'est pas fondé. Une fois qu'ils disent que ce n'est pas fondé, on annule l'élection. Elle a fait son travail. On s'arrête là d'abord. On s'arrête d'abord là. Qui va gérer, qui va continuer, comment ça va être géré? De mon point de vue, ces choses ont été prévues dans ces associations-là, nationales et internationales. C'est la raison pour laquelle il y a le comité de normalisation. Et ce n'est pas la première fois au Cameroun. Moi-même, j'ai été vice-président d'une cellule exécutive provisoire avec Yaya Mohamed à l'époque. Donc, c'est ça qui doit, c'est la règle, c'est comme ça, ce sont nos usages. Bon, on ne peut pas, je dirais, c'est pour ça que ça devient une incongruité ou une incohérence. Bon, on se fragilise quand on se met dans une telle posture. Et ça risque plutôt de nous retarder parce que on va rentrer dans, parce que là on est devenu trop fort dans le juridisme au Cameroun. Chacun va vouloir interpréter et le droit sera dit. Et pendant qu'on interprète, pendant qu'on débat, le temps passe. Le football ne se joue pas, le football ne se développe pas. Et un jour, le droit va se prononcer. Effectivement, la FIFA, quand une sentence tombe, elle confie le dossier à son service juridique qui essaye de faire des propositions sur la base en respectant le droit. Et là, moi je pense, j'ai pas envie parce que pour le moment, j'ai pas envie de rentrer en disant que c'est une incongruité, cette décision, parce que, non, je dirais que la sentence, même là, il y a le commentaire. Maintenant, le commentaire, si on commence à développer... Non, si ce commentaire vient déjà impacter sur la décision, il y a un problème. Oui, c'est la raison pour laquelle il y a le fond. Le commentaire ne peut pas contredire le droit et le fond. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on... mais ce n'est pas comme ça qu'on résout ce problème, en termes juridiques. Je voudrais donner un exemple aussi qui, pour le moment, constitue un blocage
dans notre championnat pour la raison pour laquelle on ne joue pas jusqu'à présent. La Ligue a été, le président, le général Semengue, a été, je dirais, suspendu. Il a dit que cette suspension était injuste parce qu'elle n'a pas été dans les règles. Bon, vrai ou faux, il s'avère que le TAS a tranché. a tranché. Le TAS a tranché. Le TAS ayant tranché, maintenant on a tous ces problèmes-là, le blocage du championnat est dû au fait qu'on n'applique pas dans l'application On fait le commentaire de la décision. La sentence. Allez, voilà donc où est-ce qu'on en est. Mais par contre, ce qui était bien, quand cette sentence est tombée, le ministre a pris ses responsabilités. Parce que la sentence disait que tout ce qui s'est passé après la suspension du général est censé être annulé. Puisque c'est comme si ça n'a jamais eu lieu. Donc le général était en droit de dire que le championnat que vous avez organisé, etc., je ne le reconnais pas. Celui qui est sorti champion n'est pas champion, etc. Il était en droit de le dire. Et juridiquement, c'est fondé. Mais le ministre les a appelés et leur a dit, Fédération générale pour la paix des braves, général, vous ne remettez pas le championnat en cause. Vous laissez les choses, ce qui s'est passé, allons plutôt dans le sens qu'on vous rétablisse, ainsi de suite. Le général a dit, ok, c'est comme ça qu'on résout les problèmes. Maintenant, pour l'installer, pour qu'il revienne là, c'est autre chose ce qui s'est suivi. Hein, c'est dommage. Mais voilà un peu. Donc là aussi, je pense que le ministère devra appeler les acteurs. C'est-à-dire... Mais est-ce que le ministère n'a pas fait aussi son travail après cette sentence du STAS? Parce qu'on a vu le MINSEP qui a créé carrément une commission pour appliquer la sentence du STAS. Cela n'a pas toujours été fait. Oui, c'est là que, effectivement... On est allé plus loin avec le SGPM. Jusqu'aujourd'hui. On tombe donc dans nos contradictions où justement ça veut dire qu'on balkanise le football. On balkanise, il y a les pro ceci, pro cela. Quand le ministre essaie trouve des solutions ou alors donne des pistes, on dit qu'il est pro tel camp. Et quand c'est SPR, on dit qu'il est trop... Donc il faut qu'à un moment donné, on attend plutôt de... Le pro-football. Oh non, pas le football parce que le gouvernement est incontournable. Il faut la volonté politique. Il faut la volonté politique de sortir de là. Et dès qu'il y aura une volonté politique réelle, on sortira de là. Parce que là, en plus, ce sont les individus qui mènent, je dirais, nos problèmes, la résolution de nos problèmes à l'étranger ou ailleurs. Et l'État a tous les leviers pour que les Camerounais eux-mêmes puissent se comprendre, puissent s'asseoir et puissent trouver des solutions. Mais l'État doit être neutre. Il doit être neutre. C'est possible d'être neutre dans ce milieu-là? Oui, la neutralité est un principe. Qui vous transcende. Le devoir de l'État, c'est d'être neutre quand il faut arbitrer. Est-ce que c'est possible? Oui, je dirais même que c'est indispensable. On n'a pas le devoir d'autre chose, sinon on trahit son pays. Sinon on trahit son pays. C'est pour ça que c'est un crime vis-à-vis du football. Parce que cette situation n'arrange personne. Ces jeunes-là, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, qui attendent un championnat, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quoi le crime pour qu'ils ne puissent pas jouer? Ces jeunes-là, ces clubs-là, ces jeunes, les joueurs professionnels-là, qui ne sont privés de salaire et de football depuis 1 an, c'est quoi le crime? Ils ne sont pas camerounais? Ils n'ont pas le droit à la justice? Ils n'ont pas le droit à exercer ce qu'ils aiment, leur métier? Donc c'est un devoir, c'est un impératif. Et il est important, à mon point de vue, que le ministre des Sports, je sais ce à quoi vous faites allusion. Les groupes de pression, les contradictions, ainsi de suite. Mais je sais aussi que s'il y a la volonté politique, on va y arriver. Et que
si on laisse le ministère, peut-être, on lui donne un peu plus de... on lui donne la marge. On lui donne la marge, à condition aussi qu'il soit neutre. Qu'il soit neutre, on peut arriver à une solution. Mais est-ce qu'après, on ne va pas dire là qu'il y a ingérence du politique dans le football? Je dirais ingérence. Il ne faut pas non plus... Parce que c'est très facile. Très souvent, on sait que oui, le ministère des Sports est là. La FECAFOOT est là. Ils sont censés travailler ensemble. Mais quand on est content, on travaille avec le MINSEP. Quand ça ne nous plaît plus, on dit à la FIFA, oh, ils sont déjà en train de venir mettre le nez chez nous. Finalement, est-ce que là, on ne va pas dire aussi que le ministère a fait ingérence dans cette situation? On ne demande pas au ministère de dire qu'il fait nuit à midi. On ne demande pas au ministère, par exemple, quand une décision de droit, une sentence tombe au nom du droit, quand le ministère dit non, on continue. À ce moment, le ministère lui-même se fragilise. Je dirais le ministère et l'État, le gouvernement, ils ont le devoir de la neutralité. Et quand vous voulez vous fragiliser, il suffit de tomber dans... de ne pas être neutre, de prendre parti. De choisir un camp. Un camp. Mais quand vous êtes dans votre rôle, vous imposez le respect. Vous imposez le respect. Et à ce moment-là, même quand l'État utilise sa force, elle est justifiée parce que c'est au nom du droit. Alors, dites-nous, Jenny Keke, permettez-moi l'expression, hein, le bonus de l'intérim accordé à l'exécutif, disons à Seydou Bobondjoa et son staff, est-ce qu'il va aider le football? Sinon, quel est l'organe qui doit assumer l'intérim dans une telle situation? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je dis, il ne faut pas qu'on rentre de nouveau dans le juridisme et dans les conflits. C'est vrai que si jamais le ministère ne fait rien, si on ne fait rien, à partir de lundi, ça va commencer à tirer de tous les côtés. Ça tire déjà. Ouais. On n'a pas attendu lundi. Oui, mais je pense que pour le moment, tout le monde se calme encore, parce que nous sommes conscients que nous sommes en plein champ. Le monde entier nous regarde et nous sommes vraiment dans un match. Parce que pas seulement sur le terrain, même en termes d'organisation, on a le devoir de donner une autre image. Mais je vous assure, essayez de regarder la télévision à partir de la semaine prochaine. Les avocats vont se régaler. Et même, je dirais, tous les amateurs de droit vont se régaler sur l'interprétation de cette sentence, etc. Mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. C'est la raison pour laquelle je dis le ministère des Sports doit reprendre la main. Doit prendre la main, appeler les intervenants dans ce plan. Et dire, d'ailleurs, je disais tout à l'heure que c'est une première. Cette décision, parce qu'effectivement, les autres on va dire, mais c'est contradictoire, c'est une incongruité. Et pendant qu'on passe le temps à discuter de ça, le football ne se joue pas. Donc il faudrait absolument qu'on arrive d'avoir un consensus. Ils leur demandent, bon, pour le moment, je vous ai donné une décision. Pas seulement la décision. Une sentence. Au-delà de la sentence. Parce que c'est l'État qui confère à la fédération le droit de gérer. Oui. L'État peut retirer. D'accord. Vous avez donné des prérogatives alors, Non, effectivement, vous dire, je voudrais que le championnat se joue et commence à telle période. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Donc, je vous demande donc chacun de... quelle est la solution? Et l'une des solutions, c'est le comité de normalisation. Et là, maintenant, par contre, on va tomber sur un autre problème. On va tomber sur un autre problème parce que même si on fait les élections, on retombera sur les handicaps, je dirais, les goulots d'étranglement, je dirais les pesanteurs qui font qu'on ne peut pas avancer. Je veux par là dire que on recommence ces élections, ça va être la même chose. Pourquoi? Parce que les gens qui sont là développent le football, certaines personnes
ou dans des régions où on développe le football, ce n'est pas là le problème. Le problème qui se pose, c'est quand il y a une élection, ce n'est pas le programme qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qui peut faire en sorte que je sois vice-président ou deuxième vice-président ou cela. Les programmes n'ont rien à voir. Vous pouvez amener le programme que vous voulez. Il peut être rayonnant. Non. Mais quand les gens viennent, surtout parce que là, je dirais c'est balkanisé, les gens viennent des régions en leader. En leader, donc ceux qui sont avec lui, les membres de sa région, il vient comme une monnaie pour monnayer sa place au niveau du bureau exécutif ou au niveau du bureau directeur, c'est-à-dire être président ou vice-président. Malheureusement, et avec ça, on ne peut pas développer le foot. Parce que c'est uniquement des alliances politiques, c'est pas des... Ce n'est plus le sport, ça. Malheureusement. Et c'est la raison pour laquelle il faudrait vraiment revisiter les statuts. Ben, peut-être qu'il faudrait chasser tout le monde. Non, même si on chasse tout le monde et que, malheureusement, il faut que ce sont les statuts, c'est le droit, les règles qui... Il faut revoir les règles, il faut revisiter ces règles-là. Il faut revisiter ces règles-là. Je vous donne un exemple. Vous imaginez que les régions qui ont le plus de licenciés, où le football est plus développé, c'est le centre, c'est le littoral et l'ouest. Imaginez-vous que le centre n'a pas un seul vice-président. Imaginez que le littoral n'a pas un seul vice-président. Mais le littoral, quand vous prenez le centre ou le littoral, ils peuvent prendre certaines... On peut prendre quatre autres régions, on les aligne, ils n'ont pas le même nombre ni de clubs ni de licenciés. Ce sont des paradoxes. Ce sont des paradoxes. Donc, autrement dit, on ne développe pas le football, on s'assied sur les rentes. Vous parlez de quoi alors, finalement? Peut-être de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Ça dit que vous n'avez pas de licencié, vous n'avez rien, vous êtes assis là, vous parlez de quoi? Mais on était obligé de dire à un moment donné, par exemple, quand on visitait, on préparait les élections, les dernières élections, de dire qu'un département qui ne joue pas ne peut pas voter. Mais sinon, il aurait envoyé des gens pour voter. Alors qu'on était obligé vraiment de peser pour que ces gens d'incognité n'existent plus. La CONAC devrait faire un tour là-bas alors. Oui, c'est même pas la CONAC, c'est-à-dire que ce sont les statuts. Il y a trop de corruption. Non, là, c'est même pas la corruption, ce sont nos tests qui le pouvoir. Ouais. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, je dis, vous prenez par exemple le centre, qui a un certain nombre de départements. Le centre a beaucoup de départements. Ouais. Mais on donne le même nombre de places ou de représentants qu'un département qui a, une région qui a 4 départements. Ces textes-là datent de quand? Et est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme pour les actualiser? Mais c'est là que justement, c'est là que parfois les normalisations sont passées à côté. Parce qu'à partir du moment que les normalisations qui viennent normaliser ne normalisent pas, à ce moment-là, on n'avance pas. Parce que dans la normalisation, justement, on prend des gens qui mettent des tests qui sont équitables, des tests qui font que, par exemple, en termes d'élection, l'élection est transparente et équitable. Qu'elle soit représentative. Voilà. Et à ce moment, on essaie de mettre les règles qui donnent la prime au développement du football, par exemple. Et de telle manière que vous pesez ce que vous représentez. Et à ce moment-là, les présidents de club seront vraiment des véritables propriétaires et des véritables acteurs. Et là, ils pourront écouter les programmes. Ils pourront choisir les programmes. Mais pour le moment, ils ne choisissent pas les programmes. Pour le moment, ils viennent soutenir des individus. Des individus. Et ces individus, leur problème, c'est être vice-président ou membre du comité exécutif et pas autre chose. À quelle fin? Est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent chez vous? Qu'il y a beaucoup d'argent? Oui, il y a de l'argent, c'est sûr. Donc, mais l'argent est censé être pour le développement du football. Oui, il y a de l'argent. Mais seulement cet argent, s'il est mieux utilisé, je vous donne un exemple. Moi, j'ai ma structure. Je dépense tous les jours pour le football. Non seulement je m'investis tous les matins, tous les jours sur le football. Il n'y a pas un franc de rentrée. C'est-à-dire qu'autrement, le football camerounais vit de nous les passionnés. Moi, je peux encore dire, parce que moi, je renvoie l'ascenseur, parce que le football m'a beaucoup donné. Mais il y a des présidents qui
qui n'ont pas reçu de football comme moi j'ai reçu de football. Mais qui parfois ils se privent de repas familial pour que son club joue. Mais c'est eux qui font vivre le foot. Ils ne voient pas les moyens d'en haut. Et alors, justement parce que ce n'est pas pensé. C'est-à-dire que l'argent du football ne va pas complètement, ne profite pas aux gens de football. Quand je dis gens de football, c'est les footballeurs même, les clubs, les présidents. Parce que quand on est des clubs, on est des footballeurs, les entraîneurs, les arbitres. Les arbitres. Et pourtant, le football, là, de quoi? Quand on voit, par exemple, la façon dont les Camerounais vont au stade, c'est un marché potent. Ils ont un marché énorme, potentiel. À un moment donné, quand j'étais à la cellule exécutive provisoire, je vais voir les annonceurs, les entreprises. Je leur dis, écoutez, moi je vous mets 15 000 personnes, là, 20 000 personnes au stade. C'est un espace de communication pour vous. Et j'ai vu, j'ai arrivé à emmener des gens au stade. J'arrivais à expliquer aux brasseries qui n'ont pas le choix et qui ne me posent pas qu'ils ne peuvent pas être là si UCB est là ou si Guinness est là. Non, le football n'appartient pas aux brasseries ni au Guinness. Tout le monde doit être là. Si vous ne voulez pas venir, ne venez pas. Mais les autres seront là. Ouais. Voilà. Mais c'est un bien commun. Tout le monde doit apporter sa part. Il n'y a pas d'exclusivité. Et parfois, quand on a fait parfois des tours de doigts là, avec toutes ces entreprises, c'était bien, c'était extraordinaire. Donc c'est possible. Mais en l'état actuel, dites-nous, est-ce que, selon les textes, on va vers une nouvelle normalisation? Sinon, qu'est-ce qu'on doit faire là maintenant? Non, logiquement, normalement, selon les tests, on doit aller vers une normalisation. Parce que dans nos usages, vous ne pouvez pas, même si quand on vous nomme, vous ne pouvez pas être vous-même normalisateur et être candidat. Oui. C'est-à-dire que ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. C'est la raison pour laquelle cette décision est fragile sur le plan juridique, en termes de droit, en termes même d'éthique. Bon, je ne vais pas la commenter, je veux simplement que le ministre puisse prendre le jeu en main et qu'on en parle, on fasse la paix des braves, qu'on en parle vraiment entre nous, face à face, et qu'on trouve un consensus. Mais est-ce que là, il n'y a pas un petit jeu trouble quelque part, soit de la FECAFOOT, soit de la FIFA? Est-ce qu'il n'y a pas un jeu trouble quelque part là? Jeu trouble, vous savez, même s'il y a un jeu trouble, le droit est là, il nous rattrapera. Mais entre-temps, avant qu'il nous rattrape, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le football, il est sur place. On perd le temps, voilà. Bon, de plus en plus, on entend parler de l'exécutif de 2009, où c'est l'AG de 2009. Expliquez-moi, je veux bien comprendre. Est-ce que dans cette décision, il est clairement dit, voici ce qu'on doit appliquer, c'est ce qui s'est passé en 2009 qu'on devra appliquer? Bon, je dirais d'abord, les associations sont souvent, elles ont des règles, elles ont des statuts. Comme un pays aussi, il y a un code civil, il y a un code pénal, il y a une constitution. Et souvent c'est l'application simplement simple des règles qui posent problème. Actuellement, la dernière assemblée, c'est elle qui exerçait le pouvoir législatif. Et il y avait un comité exécutif qui faisait office de conseil d'administration et d'exécutif. Et à partir du moment qu'on a annulé l'élection, ça veut dire que par extension, et l'Assemblée générale aussi, parce que on a annulé les tests qui ont conduit qui ont régi les élections, donc automatiquement les élections sont annulées, et tous ceux qui ont été élus de par ces tests et par cette élection, c'est nul. C'est nul. Mais ce n'est pas le vide. C'est-à-dire, de manière rétroactive, on revient à ce qui était avant. Avant, oui. Donc, autrement, les tests qui ont été
qui ont été, je dirais, révisés, sont annulés. C'est les anciens tests qui maintenant qui sont en rigueur. Donc, autrement dit, l'Assemblée, automatiquement, c'est vraiment automatique. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de comment. On ne peut pas rester parce que sinon, on met une normalisation. Et quand on a mis une normalisation, qui va adopter ces tests? Qui va... Il faut absolument, c'est-à-dire que la fédération ne peut pas rester sans instance. L'Assemblée générale ne sera pas, je dirais, elle ne va pas agir. Mais le problème, c'est au niveau de l'exécutif. C'est au niveau de l'exécutif donc que le comité de nomination entre en jeu. Parce qu'il remplace l'exécutif provisoirement. Oui. Mais l'instance législative c'est l'Assemblée générale précédente qui était là. Donc, pour moi, il y a une automaticité. C'est-à-dire, c'est pas... Sauf qu'on dise que rien n'existe plus à la FECAFOOT. C'est-à-dire qu'aucune instance n'existe, ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Il faut quand même qu'il y ait une instance. Et soit celle qui a été élue, et si on l'a défait, celle qui était là avant, reprendre, est là pour le moment en remplacement, elle reprend. Et en attendant qu'on fasse une autre phase. C'est donc elle qui a tenu une assemblée le 2 février dernier. Oui, c'est elle qui a tenu. Mais effectivement, et là on rentre comment? Elle fait une assemblée, maintenant c'est comme si elle rentrait là, c'est comme si c'était le maquis. C'est-à-dire là, il y a quelque chose qui doit se passer normalement, on vient comme si c'était le maquis. Il y a un arrêté, un message. L'Assemblée a été induite par le MINAT. Est-ce qu'il n'a pas raison un peu? C'est l'administration territoriale quand même. Et bon, le problème, c'est pour ça qu'il faut avoir tous les éléments. Bon, l'exposé de motifs, je ne connais pas. Donc je ne peux pas savoir s'il a raison ou s'il a tort. C'est le ministère de tutelle. Bon, maintenant, si en termes de l'ordre public, bon, je n'ai pas les éléments, je n'ai pas l'exposé de motifs. Mais ce que je veux dire, c'est que... le ministre demande d'interdire sur toute l'étendue des unités, il s'adresse au gouverneur des régions, des unités administratives, tenues sous quelque forme que ce soit, une réunion projetée par des personnes sans qualité, relative à l'Assemblée générale extraordinaire de la FECAFOOT. La convocation de cette réunion est contraire à la sentence du TAS du 15 janvier 2021, notamment le point 235, ce fameux point. C'est la raison pour laquelle moi, il faudrait qu'on évite de rentrer dans le juridisme. Dans ce sens que j'ai l'interprétation de la sentence. D'abord que le ministère réunisse les uns et les autres, les intervenants, pour qu'on trouve une solution pour que le football ne redémarre et reprenne vie et qu'on avance. On ne peut pas passer encore un an dans ce juridisme-là, dans ces conflits. Parce que 2009 va justifier son existence et sa légitimité. Hein. Et ça va être encore un débat juridique. Et c'est la raison pour laquelle vraiment le plus urgent, c'est que le ministère des Sports prenne l'initiative, que le ministre prenne l'initiative. Donc, cette assemblée a décidé d'un comité transitoire de gestion. Est-ce que ça veut dire que ça ne tient pas? Est-ce que ça veut dire qu'on ne devrait pas appliquer ce que cette assemblée générale a arrêté comme décision au terme des travaux? Le problème que nous avons souvent, c'est, je dis, l'État doit être neutre. Et le droit doit s'appliquer. Le droit est droit. Ces membres-là, cette assemblée-là, les gens qui ont pris cette initiative, ils se fondent sur les tests de la FECAFOOT. Oui. Et c'est la raison pour laquelle, en même temps, une autre interprétation de la décision du TAS ou du commentaire, comme je l'ai appelé tout à l'heure, conduit le ministre à prendre cette position-là. Ah. Finalement, qui va arbitrer?
Et est-ce que c'est la voie de la sérénité? Je pense qu'on va plutôt dans la confrontation encore. On va dans la confrontation, ou alors... non, il faut absolument... Selon vous, pour sortir de cet imbroglio, qu'est-ce qu'il faut faire là, maintenant? Maintenant, il faut que le ministre appelle la Fédé, même l'équipe qui a été frappée par l'annulation, qu'il appelle ceux qui ont l'autre partie qui s'assied. C'est une nécessité que le football camerounais se joue et se développe. Maintenant, il faut qu'on s'accorde sur une instance provisoire et qui doit entrer en action le plus tôt possible, à la rigueur dans les 2 semaines qui suivent, que le championnat commence dans les départements, dans les régions. Et pour cela, chaque partie donne son point de vue et on tombe d'accord là-dessus sur l'instance provisoire. Ça peut être un comité de normalisation consensuel proposé à la FIFA. Il faut absolument aller dans ce sens. Mais sinon, on par la force ou par la ruse, on peut s'imposer. Mais c'est fragile juridiquement. Et on va encore recommencer. Supposons donc qu'on fasse ce by force là, sans consensus. Et que 6 mois après, 8 mois après, le TAS nous dise non, ça ne tient pas debout parce que l'élection a été annulée. Alors il faut que quand on est sur une position, sur quelque chose, ça soit fondé sur le plan juridique et même sur le plan, je veux dire, logique même. Parce que tout le monde dira que c'est discutable. Donc pour que il faut absolument que nous nous mettions d'accord sur comment ça va se gérer, que ce soit consensuel. Vous parlez en parabole, vous parlez beaucoup en parabole, le jeune Kike. Non, pourquoi? Parce que c'est simple. Le TAS dit l'élection est annulée. C'est-à-dire, c'est comme si on vous dit, vous êtes mort. Au moment que vous êtes mort, vous ne pouvez pas continuer à agir. C'est simple. Donc, et à partir de ce moment, les autres disent, mais comment on est mort? Donc, le TAS n'avait qu'à ne pas annuler l'élection. Mais vous ne pouvez pas dire que l'élection est annulée. Ça veut dire que vous lui enlevez la légitimité. Et vous lui dites, continuez à gérer et vous organisez les élections dans lesquelles vous êtes vous-même candidat. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire que ça... c'est incongru. Alors, et c'est la raison pour laquelle les autres vont donc attaquer ça. Les autres disent non, c'est à nous la légitimité. Donc ils vont commencer à se battre. De qui doit donc diriger. Les autres en disant que non, c'est ce que le TAS a dit, c'est ce que la FIFA a dit. Les autres disent non, c'est ce que nos tests ne disent pas ça. Et la décision a été que vous n'êtes plus légitime. Si vous n'êtes plus légitime, et on va avoir cette bagarre, on n'a pas intérêt à cette bagarre. Et cette bagarre-là ne va pas faire avancer le football. Et entre-temps, les footeurs veulent jouer. Les entraîneurs veulent entraîner. Le monde du football veut entrer en mouvement. Alors, est-ce que là, on sera à la 3e normalisation? Si demain, on a une autre normalisation, est-ce que finalement, c'est la solution ou il ne faut pas repenser autrement? Parce qu'on va de normalisation en normalisation finalement. Oui. Et le problème qui se pose est que le casting est important. Oui. Le casting est important. Et seuls les marins entendent le bruit de la mer. Le problème du football camerounais, ce n'est pas un problème uniquement de droit. Parce qu'il n'y a pas eu d'innovation particulière que les juristes, les agrégés ont amené. Et moi, j'ai fait partie d'une normalisation. Je voulais parler de la sécurité provisoire. Nous avons révisé les tests. Le football camerounais, après, a fonctionné pendant des années sans problème. Et je dis, Iya Mohamed, vous avez entendu le dire à Mohamed, il est resté longtemps après cette révision-là.
On a mis des instances en place. Ça ne veut pas dire que c'était parfait, mais au moins il y avait eu un consensus sur ces tests-là. Et on a fonctionné avec pendant ce nombre d'années. Et quand on s'est rendu compte qu'il fallait quand même les faire évoluer, il y a eu d'autres révisions. Ouais, il faut absolument... il faut que les normalisateurs soient neutres aussi. Ils ne viennent pas pour favoriser l'élection de quelqu'un ou l'avènement d'une personne. J'ai failli reposer ma question. Vous pensez que dans cet environnement, il puisse avoir une sincère neutralité? Mais si on ne part pas sur ce principe... Parce qu'il y a eu une normalisation précédente avec un juriste chez René. Voilà là où on tombe. Est-ce que finalement, on ne retombe pas dans les mêmes travers? Regarde, non. Il y a eu une normalisation. Cette normalisation prend le secrétaire général, on accepte sa candidature, il est candidat. Il faisait partie de l'exécutif. Il faisait partie de l'exécutif. Donc voilà un peu de... Il faut absolument que, au niveau du casting, on soit vigilant. Et si on a la volonté politique, on peut trouver aussi des gens capables d'avoir cette neutralité pour mener à bien cette mission. D'accord. Tout ce qu'on veut, c'est le retour de notre championnat, que le football puisse revivre et qu'on ait un CHAN où on sera enfin vainqueur. Et en plus, la CAN arrive. Et la CAN arrive. Toujours dans ce monde, finalement, le football doit être très compliqué. Alors, il y a le retour aux affaires de Ahmad, le président suspendu de la CAF. Est-ce que ce retour-là peut faire bouger les lignes avant les élections? Et c'est pour ça que le problème qui se pose, c'est que le droit est droit. Ahmad ne revient pas de sa propre volonté. Oui. Il a été rétabli. Oui. Donc c'est la raison pour laquelle vous pouvez ne pas l'aimer. Mais si vous devez l'éliminer sur des choses fondées. Je ne dis pas, la règle. Voilà, je ne dis pas qu'il a raison, qu'il est tout blanc, qu'il est... non. Je dis simplement que si... Il y a eu accusation, ce n'est pas encore tranché. Voilà. Il faut respecter le droit. Donc le reste, maintenant, son retour, bon, en même temps, c'est la raison pour laquelle il faut être transparent. Parce que quand on élimine Aman en disant qu'il devient inéligible, la commission d'éthique de la FIFA, le Omari inéligible, autrement dit, on est en train pratiquement de choisir les prochains. Les prochains. Ah. Les élections, c'est en mars. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, si il y a des faits qui sont avérés, il faut le dire, mettez-les sur la table. Effectivement, s'ils sont répréhensibles, qu'ils soient sanctionnés. Mais vous ne pouvez pas, vous en dites trop, vous n'en dites pas assez. Vous ne pouvez pas dire ils sont pourquoi? Et pour nous, c'est-à-dire, moi je suis juste formaliste, je dis, il ne faut pas me faire passer ça comme ça. Si il est répréhensible, si il est auteur des choses qui ne sont pas acceptables, il a porté atteinte à l'éthique, il a malversation, etc., il doit être réprimandé, il doit être frappé par l'inéligibilité. Mais tant que vous n'avez pas prouvé, vous ne pouvez pas ça, il ne suffit pas de déclarer. Et c'est la raison pour laquelle le droit est droit. Et tant que pour le moment, on doit être juste, quand la justice a vocation à flotter, pas aller sous l'eau, vous pouvez la tirer sous l'eau, mais c'est comme la loi de la pesanteur. Sa tendance, sa propension, c'est monter. Et tôt ou tard, elle montera. Et c'est la raison pour laquelle, vraiment, respectons le droit. Mais est-ce que ceci peut bouger quand même les lignes? Est-ce que ça peut changer l'allure de la prochaine élection? Cette réhabilitation en attendant les dernières décisions? Parce que la CAF aussi a ses réalités. C'est-à-dire, par exemple, j'avoue que moi, j'ai écouté toujours le président de la Fédération marocaine. C'est-à-dire que déjà, il faut avouer que, autant sur le plan, dans les A-primes, dans les équipes, le Maroc n'est pas flamboyant, en disant qu'il ne règne pas de manière absolue. C'est-à-dire que le Maroc ne s'impose pas. Autant en termes de club, le football marocain est vraiment dominant. Il y a les Marocains et les Égyptiens qui règnent de temps en temps. Il y a le tout-puissant Mazembe qui essaie de lever la tête. Mais parce qu'il y a une bonne politique technique. C'est-à-dire que le football est pensé au Maroc.
ils ont ils ont pas des projets. Des sport-études est développé, il y a des centres régionaux, il y a vraiment une véritable politique. Et quand j'ai écouté le président de la Fédération marocaine, il a une vision. Il a vraiment une vision. Il a parlé par exemple du plan Marshall en termes d'infrastructure pour le football africain. Il a vraiment une vision. Bon, maintenant, il faudrait que d'autres aussi viennent nous expliquer, viennent nous présenter leur vision. Et que ça se passe là, mais pas en termes d'alliance, comme tout à l'heure je parlais en l'Africa Foot. Est-ce que ce retour aux affaires de Hamad peut marquer comme une rupture entre la FIFA et la CAF? Non, pas une rupture. Je pense que ça va plutôt mettre à l'aise certaines personnes. Le froid, il y aura un vent de froid? Oui, parce que Hamad, le temps de sa pause, là, de sa suspension, entre guillemets, provisoire, on a vu les lignes bouger, on a vu un nombre de décisions prises qui n'aura pas été prises s'il avait été là. Bon, maintenant il revient. Il faudrait quand même se regarde aussi face à face. Bon, moi je pense que quand on est un dirigeant, on doit transcender ce genre de choses. Lui-même, il a intérêt, s'il ne continue pas, qu'il continue pas à laisser une bonne image, parce que pour le moment, j'avoue quand même qu'il a été quand même écorné. Alors on va sortir rapidement, vous allez nous dire, vous qui avez été lion indomptable, on vous a vu briller en 90, on était en quart de finale du mondial, la première équipe africaine d'ailleurs. D'autres équipes sont arrivées après nous, mais jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que le football camerounais brille encore comme à cette époque-là, ou fait encore rêver comme à cette époque-là. Les dernières Coupes du Monde, on a vu en Cameroun, parfois le Cameroun qui rentre avec 0 but marqué, 0 point. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Ou alors, oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce football camerounais recommence à briller, reprenne ses lettres de noblesse? Aujourd'hui, on n'a plus peur des lions indomptables comme avant. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que le lion recommence à régner dans la forêt? Tout au moins Afrique, avant d'arriver peut-être mondial. Parce qu'on se dit quand même que depuis longtemps, on aurait pu passer au moins une demi-finale d'une Coupe du Monde. Il faut une vision. Il faut une vision. C'est-à-dire que 90, le message c'est oui, week-end. C'est ça le message. Il y a eu le Ghana aussi qui s'en est approché. Oui. Et le Ghana, c'était, je dirais même, c'est une incongruité. Parce que je me rappelle, pour la demi-finale, le joueur... Il y a eu la main. La main en dessous de la barre. Il y a eu la main. En dessous de la barre. Oui. Et normalement, c'est-à-dire que dans les règles, le coup franc doit avoir lieu en dessous de la barre. Et on prend le ballon, on met 9 mètres, 11 mètres derrière, c'est-à-dire pour le pénalty, 9 mètres. Et on met le gardien qui était battu, on le remet dans le but. Donc autrement dit, la faute a profité au coupable. C'est une incongruité. Oui. Parce que normalement, on laisse avantage pour que la faute ne profite pas au coupable. Oui. Et elle doit profiter à la victime. Ah, oui. Et là, elle ne profite pas à la victime. Puisque la victime, l'avantage qu'elle avait, le ballon était en dessous de la barre, elle le perd. Le ballon revient 9 mètres derrière et le gardien qui était battu a de nouveau une chance. Et c'est pour ça que bon, mais ils étaient prêts. Mais il faut qu'on soit ambitieux. Qu'on soit ambitieux. Ce Cameroun-là qui bat l'Argentine, ce Cameroun-là qui fait face à l'Angleterre, ainsi de suite, ne peut pas revenir en Afrique et avoir pour ambition aller battre le Tchad en dépit de tout le respect que j'ai pour le Tchad. On doit être plus ambitieux. Au lieu d'être ambitieux, avec les moyens qui ont été générés par le football, par les différentes Coupes du Monde, on était une fédération riche qui ne voulait pas nous sponsoriser. Les Pumas couraient derrière. Les Adidas suppliaient. Au lieu donc de se servir de ça pour faire un saut qualitatif, l'absence d'une gouvernance avertie, d'une gouvernance ambitieuse. Donc, tout part de la maison, tout part de notre instance fêtière. Alors, je vous dis, le football jeune, l'année dernière, on a essayé de faire jouer.
on a, avec des moyens limités, on a peut-être 12 par département où ça bougeait un peu. Mais là, rien. Et avant, l'année dernière, ça faisait plus de 5 ans que le football jeune ne se joue pas. Mais on ne peut pas qu'elle avenir si le football jeune ne se joue pas. Parce que les garçons qui ont 14 ans, 15 ans, 6 ans après, c'est eux qui jouent, 6 ans, 7 ans après, c'est eux qui jouent la Coupe du Monde. Ouais. Donc si vous ne les avez pas préparés, vous allez compter sur quoi? Aujourd'hui, quand vous regardez tout le monde, tous les Camerounais, le monde est devenu un village en termes de football. Vous voyez les Camerounais dans le haut niveau. Avant, on voyait les Ito, on a vu les Roger, on a vu un certain nombre de Camerounais qui étaient brillants. Aujourd'hui, on n'en voit pas. On voit plus les Sénégalais, ainsi de suite. Et nous ne nous posons pas de questions. C'est-à-dire que là, on vient de passer pratiquement 40 minutes sur des problèmes extra-sportifs. Parce que ce sont des extra-sportifs surtout qui gèrent le foot. Comment chasser les extra-sportifs? Non, je ne dis pas chasser. Bon, comment les mettre à côté? Ou alors, comment amener ces extra-sportifs à parler sport? Et c'est là qu'il faut voir les règles. Il faut voir, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, si on a plus de 40 clubs dans le championnat du centre, au centre, dans le championnat du Foundi, ça veut dire que ces gens ont bossé. Mais ces gens-là, c'est eux qui doivent donc être promus. Mais pour que ça fasse école. Et tant que justement, ces gens, eux, ne peuvent pas, ça ne fait pas école. Et que ce sont les autres qui, dans un département, ils ont 4 clubs. 4 clubs, c'est beaucoup. Dans une région, parfois, ils ont 4 clubs ou 6 clubs. Ah. Et ils ont même le même nombre de représentants que le centre. Qui a 40. Qui a plus de 40 clubs. Parce que c'est juste le foot. Non, vous voyez, le football ne peut pas se développer. Et quel que soit le cas, le jour de l'élection, celui qui a 4 clubs va venir avec 10 dirigeants. Et il va dire, moi j'ai 10 voix. J'ai 10 voix. Et en plus, maintenant, il y a aussi des alliances, je dirais, de proximité, où donc on vient, le nord-ouest et le sud-ouest viennent ensemble. La Damaoua, le nord et l'extrême nord viennent ensemble. Donc ils ont un groupe. Donc à 30 voix, personne ne peut cracher dessus. Donc là, on négocie. Est-ce que finalement, vous-même, acteur de foot, vous ne faites pas tout pour torpiller, pour rendre flou, pour comprendre vous seul le processus et finalement, ça vous rentre dessus? Non, parce que, entre parenthèses, les tests d'avant, la première fois que je suis rentré dans le... La première fois que je suis rentré à la fédération, c'était en 96, je crois. En 96. Les règles n'étaient pas ainsi. D'accord. Il y avait une pondération en fonction de l'importance à l'époque des provinces. Il y avait une pondération. Il y avait une adéquation en fonction de son importance. Donc, et tout ça, ça a disparu. Et j'avoue que, parce que justement, à un moment donné même, et Mohamed aussi a joué ce rôle un peu. Il a joué ce rôle pour le retour du Nord dans les instances. Parce que c'est bien. Il n'avait qu'à développer qu'il y ait plus de clubs. Mais c'est lui, il a joué un rôle important. Dans ce sens. Eugène Ferdinand Ekeke, merci. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Ça a été un plaisir. Oui. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision et à jeudi prochain.